pour le cours d'aujourd'hui? Pas directement. Donc, OK. pour aujourd'hui, ben, les choses que je vous avais demandé pour aujourd'hui, ça va être D'accord. d'avoir installé Git qu'on avait demandé au début de la session. Ouais, Fait que ça c'est devrait semi-être fait. Puis au pire, qu'est-ce que je vais vous donner de faire va vous repasser à travers les différentes étapes, ok, pour être certain que vous apprenez bien et que tout soit bien configuré. Pour la partie Kubernetes, il va y avoir des choses à installer ultimement, mais c'est pas obligé d'être fait genre aujourd'hui. Puis les différents tutoriaux qu'on va regarder, ils ont une interface directement à même la page qu'on va utiliser. Fait qu'il n'y a pas de besoin d'avoir quelque chose installé right now. OK, c'est bon. Fait qu'on devrait être Merci. correct. Parfait. Fait que aujourd'hui, on va regarder le principe de Git. Donc, le principe de Git, qu'est-ce que c'est? Donc, premièrement, on va aller voir un gentil aperçu. Hein? Ok, on commence toujours avec The fuck is Git? Donc, le principe ici, si on met ça dans une page seule, Git, c'est un logiciel qui se veut être un Distributed Version Control System. Donc, le but ici, c'est un système de versionnage de fichiers. Donc, d'être capable de dire, voici une première version de mon fichier, voici une deuxième version, voici une troisième version, voici une quatrième version, puis être capable de savoir c'est quoi qui s'est passé entre chacune des versions, c'est quoi les modifications qui ont été apportées, puis aussi la possibilité de switcher de version comme on en a besoin. Donc, le principe ici, c'est majoritairement utilisé par des développeurs. Hein? Donc, quand tu écris une application, quand tu fais du code, tu as différentes versions qui ont besoin d'être fragmentées, tu rajoutes quelque chose, tu es en train de débugger des choses, il y a 4-5 personnes qui travaillent sur des choses différentes. Donc, tout a besoin d'être reconnu. Ici, Adam demande, est-ce que j'enregistre le cours? Oui, j'enregistre le cours. N'ayez pas crainte. Je suis toujours ça. Si Frédéric dit est encore pogné sa partie 2, c'est correct. On peut laisser un petit peu plus de temps au besoin. C'est normal que ça bug sur chacun. C'était des vrais exercices à faire. C'est pour ça qu'on avait 2 semaines et quelques pour travailler là-dessus. Mais si tu as encore besoin d'un peu de temps, c'est aussi correct. Fait que on revient à notre gentil outil Git. Donc, on veut être capable de gérer des fichiers qui vont être d'une base textuelle. Ça veut dire des fichiers texte qui sont délimités habituellement par des lignes. Ça va être la manière que lui va être capable de faire les différences entre chacun des éléments. Donc, avec ces informations-là, on est capable de utiliser différents outils qui nous permettent de faire ce qu'on appelle le versionnage de fichiers, du source control. Donc, c'est pas seulement utilisé par des développeurs, c'est aussi utilisé par des administrateurs, par des ingénieurs réseau pour être capable de sauvegarder tout ce qui est configuration, tout ce qui est connaissances techniques. Donc, on a vu qu'on a travaillé sur différents fichiers avec les Dockerfiles, qui étaient en fait le code qui nous permettait de construire nos différentes images. Ben, ces différents fichiers-là, puis tous les autres fichiers qu'on va vouloir commencer à travailler avec, on va voir que ça va se multiplier plus on avance dans les différentes technologies. C'est toujours basé sur des fichiers de texte, au même principe que quand tu fais du scripting, c'est aussi des fichiers de texte qui sont des scripts. Donc, toutes les connaissances que tu peux avoir peut être versionnées pour être capable d'avoir une version canonique, puis en même temps d'avoir toutes les différentes versions. Donc, tu peux voir, à tel moment, j'ai changé telle chose, puis là, je me souviens plus pourquoi, puis ça a peut-être introduit tel bug, fait qu'il faudrait être capable de trouver pourquoi, puis c'est quoi la version d'avant, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là et les problèmes qui sont attaqués par le source control. Fait que Git, c'est juste la dernière version, le dernier protocole du versionnage de fichiers. Il y en a eu d'autres auparavant. Donc, si vous entendez parler de SVN ou CVS ou Mercurial ou il y en a une couple d'autres qui existent, le principe ici, c'est que ça fait 15 ans que Git existe,
Puis ça l'a pris presque 100% des parts de marché des versions du versionnage de source. Un peu dans le même principe qu'il existe d'autres technologies de container, mais tout le monde utilise Docker, fait que maintenant les technologies de container sont devenues presque synonymes avec Docker. Donc Git, ça vient de où en passant? Donc si on regarde ici, l'auteur original, c'est Linus Torvald, okay? Un gars connu. Okay? Il a fait un autre petit logiciel avant ça. Là. Okay? C'était un noyau d'un système d'exploitation, ça s'appelle Linux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est le gars qui l'a créé. Hein? Donc... Tu es en train de poser comme question, y a-t-il un truc que Linus Torvald n'a pas créé de open source? Le gars il a quand même créé Git en comme une fin de semaine dans son sous-sol parce qu'il s'ennuyait. Non, c'est pas parce qu'il s'ennuyait en fait. Puis ça y a pris quelques semaines, ok, tu sauras. Mais le principe fondamental, c'est que lui, il utilisait certains systèmes de versionnage de source pour gérer justement le kernel de Linux. Donc, il y avait des centaines, des milliers de personnes qui lui envoyaient des courriels, puis qui essayaient de travailler sur le code source de Linux, puis ils les avaient tous essayés. Ils les avaient tous essayés, les différents systèmes de version de fichiers, puis ils trouvaient qu'ils sockaient toute la dompe. Fait qu'il s'est dit, je pense que je suis capable de mieux faire, étant la personne qui gère, très concrètement, le plus grand projet de programmation de ce monde, parce qu'il n'y a pas de projet qui est plus gros que le kernel de Linux dans le nombre de personnes qui contribuent, le nombre de choses qu'il faut faire. Donc, il était extrêmement bien posé pour savoir c'était quoi les vraies problématiques que ça allait engendrer. Fait que, il a créé un système qui était distribué, ça veut dire qu'il n'y a pas de pilier central avec Git qui nous permet de travailler sur une version, puis est capable de s'envoyer les versions, puis est capable de les merger, de faire des comparaisons, puis de voir tout ce qui est possible. Fait que, merci Linus, tu nous as fait des belles choses. Là, ici, on va voir, par exemple, que il l'a créé pour du monde qui savait déjà de quoi il parlait. Fait qu'il y a certains éléments qui sont un peu cryptiques, un peu obscurs. C'est comme une nouvelle nomenclature, des nouveaux concepts qu'il faut apprendre pour être capable de bien maîtriser les informations de Git. Aujourd'hui, quand on parle de Git, donc tu peux aller sur le site, tu peux aller chercher le logiciel, Git, c'est cool, c'est bien. Le principe ici, c'est que par défaut, c'est distribué. Donc le mot-clé ici, distribué, est important pour dire qu'il n'y a pas de pilier central. N'importe qui peut se créer un répertoire Git, puis commencer à le partager, puis pouvoir travailler avec. Mais dans la majorité du temps, c'est quand même intéressant d'avoir une espèce de élément central qui est capable d'être comme la source officielle d'un projet. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est avoir comme une espèce d'emplacement où c'est que notre répertoire va être la version officielle. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? C'est qu'il y a certains sites web qui ont décidé d'offrir comme service du software as a service. On a vu ça dans le cours d'Internet. Donc, ils ont offert comme service de dire, nous, on va être capable de hoster tes répertoires de Git, puis tu vas pouvoir travailler avec nous pour être capable de transiger de ton répertoire, puis avoir un endroit central, accessible de l'Internet pour être capable de faciliter ta gestion de source. Donc, il existe plusieurs sites qui sont capables d'héberger des répertoires Git, mais celui qui est le plus connu, le plus pervasif, celui que tout le monde connaît, c'est GitHub. Ouh! GitHub. Donc, ici, le but de GitHub, son produit, qu'est-ce que ça t'offre? Ça t'offre à héberger les différents répertoires de Git. Donc, Git travaille par répertoire, ce qu'il appelle des repositories en anglais. Donc, en gros, ça part d'un dossier principal, puis à l'intérieur de ce dossier-là, les éléments qui sont à l'intérieur du dossier sont versionnés. Donc, GitHub, c'est la plus grande plateforme pour partager des répertoires de Git. Mais monsieur? Oui.
Mais quand tu partages, tu le mets genre comme open source, c'est-à-dire tout le monde peut voir ton. Pas ton source nécessairement. OK? Donc, il y a aussi le principe du monde libre, hein, le logiciel libre, qui disent qu'ils peuvent partager leurs sources. Puis, GitHub est certainement un excellent endroit pour pouvoir partager des logiciels libres avec des licences permissives. Mais GitHub, c'est une compagnie, OK, aussi, où c'est que des compagnies privées peuvent héberger leurs différents répertoires, puis que c'est juste le monde de la compagnie qui aurait accès. OK? Puis que ça soit du code privé quand même. Là. OK? Donc, il y a une corrélation avec les logiciels libres et GitHub, parce que GitHub est un endroit de choix pour héberger des logiciels libres, mais c'est pas une causation. C'est pas parce que tu es sur GitHub que c'est du logiciel libre. Est-ce que la différence ici est visible? Ouais. Excellent. Merci. Donc, aujourd'hui, on va commencer, puis on va regarder la minutie des détails de la création puis la gestion de répertoire puis de l'utilisation fondamentale de Git. Donc, je vais y aller, puis on va le faire. On va faire quelques petits exercices. Pour l'instant, pas obligé de les refaire avec moi, parce que je vais vous envoyer un exercice à faire qui va tout vous faire refaire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. OK? Donc, vous pouvez juste sit back, enjoy, puis ici, à m'amener comme si tu essaies de taper des choses puis ça ne donne pas la bonne chose. Soyez sans crainte, OK? Vous allez le refaire par vous-même, OK? Puis après ça, on va pouvoir travailler là-dessus. Fait que je vais le faire avec différents outils aussi pour voir comment c'est intégré dépendamment de quel outil je suis en train d'utiliser. Fait que on va commencer avec ça aujourd'hui. Y a-t-il des questions générales sur l'historique de Git avant qu'on commence notre partie pratique de la journée pour voir qu'est-ce qui se passe dans la réalité de la chose? On est prête? Ouais, c'est bon. On y va. Fait que le principe fondamental, c'est qu'il faut avoir Git d'installer pour être capable d'utiliser Git. Fait que faut que tu sois capable de marquer Git puis que ça fasse quelque chose. Donc, si tu fais juste marquer Git seul, ça va te donner l'aide de Git comme d'habitude. Okay, donc, on peut voir ici, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, un peu comme n'importe quel outil de ligne de commande. Donc, on commence à travailler avec pas mal d'outils de ligne de commande. C'est tout le temps le même principe. Tu avais Docker, tu avais une commande, puis après ça, tu avais comme d'autres sous-commandes qui venaient avec. Même principe avec Git. Donc, on a Git, on a les différentes commandes qui viennent à l'intérieur, puis après ça, il y a différentes options qui viennent avec les commandes qui viennent avec. Donc, on a Git, on a les commandes, puis les arguments de la dite commande. Fait que si on regarde ici, il n'y en a pas tant que ça de commandes initiales. Donc, on a le clone, on a le init pour quand je veux commencer à travailler sur quelque chose. On a quand je veux travailler sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon dossier, j'ai le add, move, restore, rm, puis un sparse checkout. On peut regarder l'historique et l'état. Okay, donc, bisect, diff, grep, show, status, log. On a après ça les commandes qui vont travailler sur l'historique. Fait que on va brancher, on va commit, on va merge, on va rebase. Bon, pas aujourd'hui, là, mais c'est les choses qu'on peut faire. Puis après ça, on a les commandes qui nous permettent de collaborer avec des éléments externes, donc à l'extérieur de juste nous-mêmes sur notre ordinateur, qui va être le fetch, le pull et le push. Alright. Fait que je veux me partir un projet avec Git. Ne sachant rien d'autre que Git en ce moment-là. Fait qu'on va commencer avec la base des choses. On veut juste avoir un projet qui va avoir différents documents à l'intérieur, puis que je veux tester les différentes versions. Fait que ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais me créer un dossier. On va ici appeler ça méga projet. Est-ce que vous voyez bien que c'est en bas à gauche ou vous aimeriez plus avoir quelque chose dans le milieu de l'écran comme ça ici, là? Pour moi, je voyais bien. Ouais. Si je fais... Ouais, on va l'enlever d'abord. Hop, hop. Hop, comme ça. OK. Donc, on est ici, on est
On est maintenant dans notre dossier. Donc, je veux que dans ce dossier-là, on puisse faire le versionnage des différents fichiers. Fait que, on veut partir un projet. Si on regarde ici dans notre liste de commandes, pour commencer à travailler, ben, on a soit le choix d'avoir clone ou init. Donc, cloner, ça va être pour cloner, hein, donc de copier un répertoire de Git déjà existant. Donc, qui vient habituellement d'une adresse externe. Fait que pour l'instant, on ne va pas toucher à celui-là. On va y aller avec le git init qui va créer un répertoire Git vide. Excellent. Donc, quand j'ai fait ça, on peut voir qu'il s'est passé des choses. Donc, ça dit initialize empty git repository dans le mega project.git. Fait que première chose, comment tu fais pour savoir que tu es dans un dossier qui est versionné par Git? Si on regarde dans le dossier, hein, donc on peut voir ici qu'il y a un dossier caché là, avec un point, qui est un dossier .git. Donc, le dossier .git, tu ne vas jamais vraiment dedans. Là. Le principe, c'est que lui, il va aller sauvegarder à l'intérieur de ça tous les éléments qui sont pertinents pour la gestion du projet. Donc, dès que tu vois quelque chose qui est avec un .git, tu vas être capable de voir que c'est un dossier qui est géré par Git. Deuxième chose, moi en ce moment, dans mon shell, j'ai des outils qui me permettent de automatiquement détecter que je suis dans un projet Git, puis de me donner des informations additionnelles par rapport à ce répertoire-là. OK? Fait que pour l'instant, vous pouvez voir qu'il y a des choses qui sont marquées ici à ma droite. Oups, je ne vais pas vraiment marquer ça. Puis, le principe, c'est que ça détecte automatiquement l'état courant de l'environnement dans Git, puis ça me donne ces informations-là sur mon command line. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire, c'est pas quelque chose qui est automatique, c'est moi, j'ai rajouté des plugins pour que ça soit capable de faire ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est pour mieux voir la hiérarchie, okay, la structure d'un environnement de Git, j'ai été chercher un logiciel externe qui va me permettre d'aller voir ce qui se passe un petit peu plus visuellement. Parce qu'une des plus grandes problématiques de Git, c'est qu'on n'est pas capable de voir fuck all, okay, sur l'arborescence ou une visualisation facile des choses. Fait que j'ai utilisé Sublime Merge. Donc, j'avais fait télécharger GitHub Desktop au début de la session. C'est le même principe. GitHub Desktop travaille de la même manière, mais est plus outillé pour travailler avec les répertoires qui sont sur GitHub. Fait que là, en ce moment, je suis en train de faire juste un répertoire tout seul de Git sur mon ordi localement. Fait que j'ai utilisé Sublime Merge à la place. Vous pouvez aller chercher aussi, c'est gratuit. Ça dit que faut que tu payes pour, mais si tu payes pas, ça fait rien. Fait que pendant que vous êtes encore étudiant, sentez-vous bien à l'aise d'aller travailler avec ça. Fait que on va pouvoir ouvrir un répertoire. Je toucherai à rien dans cette interface-là pour l'instant. Ça va juste être utilisé pour visionner le contenu du dossier. Fait que j'ouvre le répertoire, je m'en vais dans mon dossier Git, puis je peux voir les informations pertinentes qui se passent à l'intérieur. Oui, Frédéric. Le Sublime Merge, là, c'est-tu un petit peu comme un Git Kraken? C'est exactement la même chose. C'est un produit compétiteur. Les deux, c'est des visionneurs de répertoire Git. C'est juste que Sublime Merge, il serait payant, tandis que Git Kraken, lui, il est comme entièrement free quasi. Ben non, Git Kraken est aussi payant. Il y a une version free, mais c'est les deux, t'es supposé payer si tu commences à l'utiliser de manière commerciale. Là. En passant, Git, il y a comme un petit cheat code avec ça. Là. Il y a un de mes amis, lui, il avait pris l'abonnement étudiant dans le temps qu'il était à l'université de GitHub, pas de GitKraken, mais de GitHub. Et aujourd'hui, il est toujours étudiant puis il n'a pas à payer. Ben, en fait, il n'est pas étudiant, là, mais il est comme développeur temps plein puis il n'a comme pas à payer, il est encore sur le même abonnement. Là. Ben, ici, il y a deux choses à savoir. C'est que, premièrement, avant,
le feature principal pour être payant sur GitHub, c'était d'avoir justement des répertoires privés. OK? Donc, le feature payant, c'était d'avoir des répertoires que tu ne pouvais pas voir de l'extérieur, OK? Qui n'étaient pas publics. Fait que c'est un feature que tu peux avoir avec le compte étudiant gratuitement. Mais avec le temps, en fait, ce feature-là est juste devenu plus payant. Fait que le compte professionnel, là, il sert plus à beaucoup de choses de spécial. Là, OK? Il y a comme certains features de collaboration puis de projet, là, mais comme c'est pas important d'avoir le compte payant de GitHub. Mais effectivement, tu peux l'avoir avec ton adresse. En gros, il suffirait juste que tu aies un gars de la compagnie qui ait le compte payant, puis tout le monde peut l'avoir. Ben, il peut se connecter à son repo. Ça dépend de comment tu gères tes différents projets, là, parce que des fois, le principe, c'est que tu vas avoir une meilleure infrastructure qui est comme plus gérée à l'interne, puis que GitHub vient juste s'accrocher après ça. Donc, c'est comme pour les produits professionnels, habituellement, tu vas commencer à payer par utilisateur. Puis c'est comme leur prix est assez compétitif, là. C'est comme pour gérer tes projets, là, je pense que c'est... attends, voyons voir... C'est 4$ par utilisateur par mois, là. OK? Donc, pour qu'est-ce que ça apporte, particulièrement pour des développeurs, là, c'est quelque chose que tu peux facilement payer dans ton entreprise. Là. C'est comme... tu y penses même pas, là. Pour une couple de centaines de piastres, là, c'est pas pertinent. Donnez-moi juste un instant. Je veux savoir si c'est important. On est back. Pardon. Quand le propriétaire appelle, tu réponds. Alright. Parfait. Fait que on disait GitHub, ça coûte pas cher anyway. Mais c'était pas là qu'on était. On était à notre gestion de projet. Puis la création de notre projet avec le Git init. Donc ici, j'ai ouvert le projet avec Sublime Merge, mais comme j'ai dit, il n'y a rien de... On ne touchera pas vraiment à cette partie-là. On va juste l'utiliser pour voir qu'est-ce qui se passe, okay, quand j'essaie de faire des choses avec mes différents fichiers. Fait que là, ici, je veux commencer à rajouter différents fichiers à l'intérieur de mon projet pour voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que, on va se créer un nouveau fichier. Fait que, on va là. OK. Fait que ici, on a un document quelconque. OK? Des choses importantes. Hein? Donc, on sauvegarde ça. Donc, si on regarde ici... Ici, en passant, j'utilise une affaire pour voir dans la ligne des commandes facilement le document. Là. OK? C'est pas, le document, c'est la partie à l'interne. OK? Donc, on peut voir toutes les informations qui sont à l'intérieur. Puis, on peut voir différentes choses. Fait que, premièrement,
on a mon petite affaire qui a comme eu un petit point d'interrogation qui me demande, OK, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. On peut voir dans l'interface qu'on a ici ce qu'on appelle un unstaged file. OK? Puis on peut voir ici dans le summary, on a ici des untracked files. Puis à l'intérieur, si on y donne un petit peu de place, on peut voir que dans les untracked files, on a le document.md. OK? Donc on peut voir ici le document.md, c'est le untracked file. Une manière que je peux voir qu'est-ce qui se passe dans mon répertoire Git quand je suis en train de travailler avec la ligne de commande, ça va être ton outil d'amour qui va être Git Status. Donc Git Status va te dire qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'état de ton répertoire. Fait que si je regarde l'état de mon répertoire, ça me dit je suis sur une branche qui s'appelle master, on va revenir au concept de branche plus tard, on n'a aucun commit de fait, on a des fichiers qui ne sont pas traqués encore, puis on n'a rien d'ajouté au commit. Okay? Puis on peut voir ici en parenthèse comme des espèces de yo, peut-être que tu veux faire ça si tu veux changer des choses par rapport à cet état-là. Fait que quand on travaille avec Git, le principe fondamental de Git, comment est-ce que ça réussit à travailler avec les différents changements, hein, donc être capable de trouver des versions de différents fichiers, ça va être avec le principe d'un commit. Okay? Donc un commit, c'est un état courant du projet que je peux comme mettre un étampe dessus puis dire voici l'état à ce moment-là précis, voici tous les fichiers, c'était quoi, comment il était, qu'est-ce qu'il y avait décrit dedans. Donc, le principe d'un commit, c'est une espèce de sauvegarde, un snapshot d'un état complet du projet. En ce moment, je n'ai aucun commit, parce qu'on vient tout juste d'initialiser mon répertoire Git. Fait que, il va falloir faire un premier commit, qui va contenir le document.md à l'intérieur. Là, la chose, c'est que pour faire un commit, je ne peux pas directement faire git commit blablabla, qui va être ultimement qu'est-ce qu'on va vouloir faire. La problématique ici, c'est que une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on veut sauvegarder l'état de quelque chose, on ne veut pas nécessairement rajouter un snapshot du dossier courant au complet. Parce que, mettons, je suis en train de travailler sur un autre fichier. To-do, puis là je me fais des to-do, puis là on va y avoir avec faire document .md, puis travailler sur projet.md. Ok, on l'a pas fait encore, mais il faut s'en souvenir. OK, donc je me fais des to-do, je mets ça dans mon projet, mais ce fichier-là, OK, donc en ce moment, on a les documents puis on a les to-do, hein, donc on a les to-do qui sont disponibles. Ce fichier-là, il n'est pas important dans ma vie. Il n'est pas important à mon projet. Je ne veux pas le sauvegarder. Fait que je ne veux pas faire un commit qui va juste prendre un snapshot du dossier courant. Hein, donc, ce qu'on appelle l'état sur le disque, là, on appelle ça le working directory. Okay? Donc, c'est en gros l'état courant de mes fichiers. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Git, voici les fichiers qui vont faire partie du commit. Voici les fichiers qui vont faire partie du prochain commit. Fait que comment je fais pour rajouter ces fichiers-là? Ben, on peut voir ici qu'on a le git add avec le nom du fichier qui va me permettre de décider qu'est-ce que j'inclus dans mon commit. Donc, le principe ici, c'est qu'on est dans le working directory. Okay? Puis, ultimement, je veux que ça devienne un commit. Mais il y a comme un état transitoire pour dire, je prends qu'est-ce qu'il y a dans mon working directory, puis je le dis, ça va faire partie du prochain commit.
Fait que cet emplacement-là, là, qui est comme entre les deux, ça s'appelle le staging area. OK? Comme dans le sens comme une navette spatiale là, là, sur le launchpad, là, sur son staging area. Là, OK? C'est ça qui s'en va décoller. Donc, moi, je veux rajouter mon document.md dans mon staging area. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un git add, puis je vais rajouter le document.md. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ben, je peux voir ici, j'ai maintenant des stage files, okay, le document.md, puis j'ai maintenant le to-do qui est resté dans les on-track files. Donc, si Frédéric demande le commit, est-ce que c'est quand le document va être ajouté au repo? Le commit, ça va être la sauvegarde d'un état que je veux pouvoir revenir à. Donc, en ce moment, c'est effectivement c'est le moment où c'est que les éléments sont sauvegardés à long terme dans le répertoire, mais ce n'est pas nécessairement juste un document. Ça peut être plusieurs documents, ça peut être une modification de documents. Donc, c'est pas ajouter, c'est pas le bon mot ici. Là, donc, le commit, c'est quand je prends tout ce qui est dans le staging, puis je le sauvegarde dans le repo. Puis, dis-moi si c'est pas clair ou s'il faut clarifier, parce que c'est ce genre de minutie-là qui est la difficulté de Git. Là. Okay? D'être capable de bien comprendre c'est quoi les différents éléments, à quoi ils servent, puis comment ils interagissent les uns avec les autres. Fait que, on a réussi à ajouter un fichier, puis à ce point-là, si je refais mon git status, ben, je peux voir que c'est la même information qui était ici, mais d'une manière plus abrégée. Donc, voici les changements qui vont être committés. Un nouveau fichier avec document. Puis j'ai encore le to-do qui est pas traqué, okay, qui va être fait. Donc, Frédéric, il demande est-ce que c'est dans la phase de commit ou du staging que tu peux demander une vérification des autres avant de faire un push, des choses comme ça? En ce moment, on est loin de les éléments collaboratifs. Okay? Donc, c'est plus tard dans la gestion du projet qu'on va voir quand est-ce qu'on peut arriver et dire, mettons, non, tes ajouts sont pas bons ou tu devrais changer ça avant de faire ton ajout. Pour l'instant, c'est juste des changements locaux qui se passent dans mon ordi. Il n'y a pas personne qui peut m'arrêter, puis il n'y a pas personne qui peut commenter sur mes différentes commandes en ce moment. Donc, l'aspect collaboratif, ça s'en va un petit peu dans notre futur. Fait qu'on a notre working directory. Dans notre working directory, qu'est-ce qu'on a? On a deux fichiers, documents et to-do. En ce moment, de ce working directory-là, on a dit le document là, mêlé dans le staging area, okay, qui va permettre de faire un premier commit. Fait que c'est le temps de faire notre premier commit. Fait que si je fais juste git commit, il m'aimera pas là. Attends. Donc, le principe d'un commit, okay, c'est un état où je sauvegarde qu'est-ce qui s'est passé. Quand je fais un commit, je suis obligé de rajouter un message qui va venir avec le commit. Donc, si je ne le marque pas, ça va m'ouvrir un éditeur qui va me demander de l'écrire. Ou sinon, je peux l'ajouter directement quand je travaille avec. OK. Donc, M pour le message. Puis, on peut voir, j'ai dans la branche master, donc on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire encore, j'ai mon premier document, j'ai un fichier qui a été modifié, 11 insertions, donc 11 lignes additionnelles. Puis on peut voir ici, ça a fait des choses derrière. Si je regarde dans mon arborescence, ici, je peux voir mon premier commit, c'est maintenant le premier document. Okay? Donc, si je clique dessus, je peux voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai rajouté le fichier document.md. J'ai rajouté 11 lignes, puis je peux voir les 11 lignes qui ont été ajoutées. Donc, ici, je peux voir l'historique de ce qui se passe.
Donc, je peux voir au top, c'est comme couramment le Working Directory. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Unstage File, qui est encore notre todo.md. Voyons voir qu'est-ce qui se passe quand je commence à faire autre chose. Fait que si je regarde dans mon to-do, qu'est-ce qu'on avait à faire? Bon, il fallait aussi travailler sur projet.md. OK. Fait qu'on va se créer cette affaire-là, projet.md. On ajoute projet. OK, donc on a des projets, c'est important. Donc, on a les différents projets. Puis, fait qu'on peut voir ici, dans le Working Directory, on a maintenant un nouveau track file, le projet. Si je fais mon git status, je peux voir que j'ai un nouveau track file, le projet.md. Puis là, mettons, je décide aussi de faire des modifications à mon document.md. Fait que, ici, on va aller à mon document. Puis, on va y aller avec un ajout de vraiment très vite. Fait que je peux voir ici, si je fais git status. Là, en ce moment, j'ai rien mis dans le staging encore. Donc, je suis encore dans mon working directory seulement. Dans le staging, il n'y a rien, parce que quand j'ai fait le commit tantôt, tout ce qui était dans le staging est tombé dans l'arborescence principale du répertoire. Fait que là, le principe de Git, puis pourquoi est-ce que c'est magique, c'est que il ne va pas juste prendre une photocopie de à chaque fois que je fais un changement. OK? Donc, ici, il va être conscient des éléments préexistants, puis il va seulement sauvegarder les modifications à ces éléments-là. Fait que ici, ce que je veux voir, c'est la différence qui existe dans mon dossier en ce moment. Ben, il va dire, en ce moment, il y a une modification par rapport à document.md. Parce que document.md, c'est en ce moment un fichier qui est tracked, qui est regardé, qui est versionné par Git. Puis là, j'ai fait une modification à ce document-là. Fait que je peux voir ici, lui, il dit, ben, ça, c'est le stock qui est autour. OK, c'est un diff, là. Est-ce que des diffs, ça, vous êtes pas pire avec ça, là? C'est-tu quelque chose qui... On comprend le principe, là? Il y a moins ça, il y a plus ça. On est beau, on est bon. Pas cher. Git gratuit, open source. C'est évident. Puis ça te dit, tu sais, des lignes 5 à 7 des deux bords. Donc, c'est ça qui se passait. C'est ça qui est modifié. Ça va bien. Fait que, en ce moment, dans mon Working Directory, j'ai le document.md qui est une nouvelle version. Puis, j'ai le nouveau projet.md que je veux aussi commencer à versionner. Fait que là, je vais vouloir rajouter les différents éléments pour être capable de travailler avec. Là, quand je travaille, souvent, ça va arriver que il y a plein d'éléments que je veux travailler avec, puis je veux tous les ajouter d'un coup. Parce que là, c'est facile, là, j'ai deux fichiers ajoutés, fait que je préfère git add document, puis après ça, git add projet. Mais quand j'en ai 50, quand j'en ai 200, quand j'en ai 150 000, parce que c'est des dossiers de sous-projets de configuration, ça devient un petit peu long là, à les ajouter un après l'autre. Fait qu'on peut commencer à travailler d'une manière un peu plus facile. On peut écrire git add, puis juste dire rajoute-moi tout ce qui est dans le dossier courant. Fait que quand je fais ça, je regarde mon git status. Si je regarde ici, je peux voir que dans le stage file, j'ai la modification à mon document.md. J'ai mon projet qui est disponible. Puis, j'ai mis mon to-do dans mes affaires. Ici, je sac, là, mais c'était voulu. OK, c'était dans le principe éducatif de voir où c'est qu'on s'en allait. Fait que là, on a un fichier de trop
que je veux déstager, hein? Parce que là, j'ai pris de mon working, puis j'ai dit, hey, tu vas le mettre dans le prochain commit, mais moi, je veux pas le mettre dans mon prochain commit, je veux pas avoir cette affaire-là dans ma vie. Fait que, ici, si on regarde, on a fait notre git status, on peut voir, voici les changements qui vont être committés, une modification à document, un nouveau projet.md, puis un nouveau fichier todo.md. Ah, fuck, moi, je ne veux plus celui-là. Là. Ben, si je regarde, Git est quand même assez gentil, hein, puis essaye de savoir les genres de choses que tu veux faire habituellement. Fait que tu peux ici faire un git restore staged, qui va me permettre de unstager un fichier. Fait qu'ici, je peux faire git restore staged todo.md. Puis, si je fais un git status, ben, je peux voir que le todo est maintenant unstaged. Tu avais aussi un beau petit bouton unstage qui te permettait de le faire. Totalement. Donc, dans l'interface, là, OK, on va voir que tous ces pitons-là, là, c'est pas pour rien que ce logiciel-là existe puis il y a du monde qui paye pour. Parce que d'écrire ça, là, des fois, là, c'est long et fastidieux. La majorité des commandes de Git sont pas nécessairement... la quantité de fois que tu l'utilises n'est pas proportionnelle à sa longueur, malheureusement. Fait que c'est pour ça que des logiciels qui nous permettent de faire la majorité des actions de base sont très utiles. Mais pour être capable de bien utiliser ces outils-là, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Fait que c'est pour ça qu'on regarde celui-là en premier. Après ça, on va voir qu'en fait, ces deux affaires-là, on n'a pas besoin pantoute parce que tout se fait dans Visual Studio Code automatiquement. Mais le principe, c'est de voir comment ça marche derrière en premier. Fait qu'on a réussi à ajouter des fichiers, à les committer, de voir que on les éléments. Fait que là, on va faire un deuxième commit. Modification, document et ajout projet. Donc, tu veux toujours avoir des messages de commit qui sont pertinents par rapport à ce que tu vas faire, parce que une fois qu'ils sont commit, ok, tu as l'historique qui va être disponible. Donc, tu peux voir l'historique ici, ou sinon, tu peux utiliser le git log qui va me permettre de faire voir l'historique courant. Donc, on a les différents éléments okay, qui se sont passés. Puis, tu peux même voir, quand tu recliques dessus, il y a des manières de voir les informations à l'intérieur. Excellent. Donc, on est bon pour une première petite pause. Donc, on se donne une pause. On dit retour à 15 heures pour continuer nos aventures avec Git. Alright, on est back. On est maintenant capable de créer un premier répertoire Git, hein, un repository en anglais, un Git repository. Après ça, on a vu le principe de je peux créer des fichiers, rajouter, commencer à écrire du code, okay, que ce soit des fichiers de configuration, que ce soit des programmes, n'importe quoi, qui est des fichiers texte qui sont divisés par des lignes. À partir de là, il y a le working directory, qui est comme où c'est que toutes les informations sont. Puis, ce que je veux faire ultimement, c'est que ça devienne des commits. Puis, pour que ça devienne des commits, il faut que ça passe par un étage intermédiaire qui s'appelle le staging area. Donc, le staging area va être capable de nous dire voici ce qui va être dans le prochain commit. C'est moi qui décide qu'est-ce que je mets ou qu'est-ce que j'enlève de là pour être capable de travailler avec. Fait que là, on va commencer, puis on va aller sur GitHub, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté-là quand on veut travailler d'une manière externe. Ici, on va aller ça. OK. Donc, je suis sur GitHub. Moi, il y a plein de choses qui se passent ici à l'intérieur. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau répertoire GitHub qu'on va être capable de travailler avec. Fait que le principe ici, c'est que je veux prendre qu'est-ce que j'ai localement sur mon ordi, puis je veux être capable de travailler dessus de manière remote. Donc, d'être capable d'avoir un serveur central qui va avoir une copie de mon répertoire, puis qu'on va pouvoir s'échanger de l'information
back and forth au besoin. Fait qu'on va se créer un nouveau répertoire. On va l'appeler méga projet. Puis en ce moment, on va faire bien attention, on va rien cocher parce que ça ici, ça va créer un répertoire sur le site. Puis nous autres, c'est pas ça qu'on veut parce que on a déjà un répertoire de Git qui est créé, puis je veux juste commencer à l'utiliser à partir de mon ordinateur. Fait que on va créer le répertoire. Fait que en ce moment, ok, on a créé le répertoire, ça s'appelle méga projet. Ici, j'ai utilisé le même nom de dossier, là, mais c'est pas nécessaire. Okay? Donc, c'est juste un add-on pour bien comprendre qu'on travaille de la même manière. Fait que on a maintenant le dossier local, donc le répertoire Git local avec les différents commits à l'intérieur, les différents commits qu'on a ici. Faire attention, le répertoire de Git, par défaut, ça n'inclut seulement que les commits. OK, fait que ça n'a pas le to-do, ça a juste mes 2 commits qui sont ici. Fait que là, ce que je viens de créer, c'est un répertoire qu'on appelle remote, donc local sur mon ordi, remote quelque part qui n'est pas sur mon ordi. Puis là, ce que je veux faire, c'est connecter les deux ensemble. Je vais être capable de dire qu'est-ce que j'ai ici sur mon ordi local, je vais être capable de les envoyer sur l'ordinateur remote. Fait que pour être capable de faire ça, ce qu'il faut faire, c'est dans la gestion de mon projet local, il faut que je dise, ben, je veux que tu sois capable d'envoyer tes différentes modifications à cet outil-là ici. Donc, pour être capable de faire ça, il faut ajouter ce qu'on appelle une adresse remote, une adresse externe. Fait que avec Git, quand on avait rien là, je sais pas s'il n'est même pas dans la liste. Attends, non, c'est pas grave. Git remote add. Puis ici, on lui donne un nom. OK, donc le Git remote, OK, ça permet de travailler avec les listes remote. On en ajoute un. J'y donne un nom. OK, donc là, c'est moi qui décide c'est quoi le nom que j'y donne. Mais la convention veut qu'on lui donne le nom origin. Okay, comme ça, on sait toujours que Origin, c'est le remote principal avec lequel on travaille. Puis à partir de là, il faut que j'y donne un URL quelconque qui est déjà setupé automatiquement. OK, je peux l'avoir ici. Donc, je copie ça. Fait que là, ce que ça va faire, c'est rien de concret. OK, donc là, tout ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a mis dans ma liste des remotes possibles le répertoire GitHub qui a mon projet Git, mais qui est vide en ce moment. Fait que là, ce que je veux faire, c'est je veux prendre ce qui est dans mon élément local, puis je veux l'envoyer sur le remote. Donc, quand je fais ça, le principe, c'est qu'on dit qu'on push le répertoire. Donc, je veux envoyer tout ce qui est local dans le remote. Fait que comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire git. Je vais faire push. Je vais dire, va envoyer ça sur l'origine, donc le même nom que j'ai donné ici. Puis après ça, ça va demander quelle branche je veux envoyer. En ce moment, il y a juste une branche. Donc ici, on peut voir ici, on fait la lignée de fichiers. On va voir comment avoir différentes branches, puis qu'est-ce que ça implique, puis qu'est-ce que ça fait dans quelques instants. Mais en ce moment, on en a juste une. Puis par défaut, elle s'appelle master. C'est possible. OK, il y a une modification courante en ce moment, là, où c'est que le nom des branches principales, quand tu crées un répertoire Git, ça se peut que ça devienne main à la place de master. Fait que ça se peut que dans votre futur, que vous voyez des choses qui s'appellent main à la place de master. C'est le même principe. C'est la branche principale. OK, donc, oups, justement, je vais marquer master. Fait que, on paye sur Enter. Puis, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il va envoyer la shit sur GitHub. Puis là, si je rafraîchis la page sur GitHub, je peux voir que j'ai le projet qui a été mis à jour ici. Je peux voir que c'est il y a 16 minutes. Je peux voir aussi que j'ai eu 2 commits. Si je clique sur les commits, je peux voir la liste des différents commits.
OK? Puis je peux même voir c'est quoi les modifications, OK, à ce moment-là de ce commit-là. Je peux voir que dans ce commit-là, j'ai un changement avec 11 lignes qui était le document que j'ai fait. Puis le deuxième commit, c'était un changement dans mon document .md, puis un nouveau document qui était projet.md. Fait qu'on peut voir ici, le principe fondamental, c'est que j'ai été capable de travailler avec un remote qui existe de loin. Si j'ai besoin de rapatrier des changements, donc, admettons ici, ce que je vais faire, OK, je m'en vais ici. On va aller dans le projet. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'interface de GitHub pour être capable de faire une modification au projet à même l'interface ici qu'il y a de GitHub. Fait qu'ici, ça va faire une modification du fichier, ça va faire un add et un commit tout en même temps. OK? Fait que je peux littéralement éditer le fichier. Dire... OK. Je vais rajouter ça dans ma liste de projets. Puis, je peux voir ici que ça dit « Hey, tu veux-tu genre committer ça right now sur la branche master? » Puis, tu es comme « Ouais, c'est ça que je veux faire. » OK? Fait que je peux changer ici le texte que je veux, là, mais par défaut, le Update Project, ça me parle. OK, j'ai le fichier qui a changé. Fait que je peux changer les éléments ici. Fait que je peux voir maintenant, OK, dans mon méga projet, j'ai en ce moment 3 commits. OK. Dans mon projet.md, je peux voir que j'ai Git Master Foo comme projet. Mais en ce moment, si je regarde localement, je n'ai pas encore ces modifications-là, OK? Parce que ce n'est pas instantané. Hein? Donc, le principe de la décentralisation de Git, c'est d'être capable de dire, ben, il y a plusieurs personnes qui peuvent travailler en même temps, puis ils ne vont pas se faire chier, OK? Donc, ils vont juste commencer à travailler l'un avec l'autre en temps et lieu. Fait que, comment je fais pour aller prendre les informations qui sont sur le remote, puis de les importer dans ma version locale? Hein, parce que là, j'ai fait la modification à même le site web, mais ça aurait pu être une 3e personne ou une 4e personne qui travaille sur le répertoire central de GitHub. Puis là, moi, je vais avoir leur modification à eux autres. Fait qu'il faut que je mette à jour ma version locale par rapport à la version sur GitHub. Fait qu'on a vu que pour envoyer mes modifications, c'est un push. Mais pour aller chercher les modifications de quelqu'un d'autre, c'est un pull. Fait que je peux faire git pull. OK. Oui, il faudrait que git pull origin master. Fait que je peux voir ici, il y a le git pull qui s'est fait. On peut voir que j'ai le projet qui s'est rajouté automatiquement. Si je regarde dans projet, je peux voir que j'ai effectivement la modification qui est venue apparaître. OK? Donc, je peux voir ici tout ce qui s'est passé correctement. Autre point important que je veux mentionner, Git est context aware. Okay? Il y a une connaissance du contexte des fichiers dans lesquels il travaille. Donc, ici, j'ai fait une modification qui était très spécifique. J'ai rajouté une information entre 2 lignes. Puis on peut voir ici que la modification, il y a juste une ligne qui a été ajoutée, puis il n'y a aucune ligne qui a été délitée. Donc, il a su reconnaître que c'est moi qui ai comme séparé le fichier puis que j'ai inséré quelque chose entre 2 parties qu'il connaissait déjà. Donc, Git va seulement reconnaître puis va seulement modifier les parties, les lignes qui sont pertinentes. Okay, donc ça, c'est un autre élément important dans sa gestion des objets, dans sa gestion du projet. Il reconnaît juste les choses qui sont importantes. Parfait. On est bon avec ça.
Ouais. Ici, donc quand j'ai fait ma commande git pull origin master, on aurait pu avoir des versions plus rapides, ok, parce que vous avez pu voir que j'ai pu essayer juste git pull initialement. Le principe, c'est que tu peux mettre des éléments par défaut, ok, donc ce qu'ils appelle le upstream. Donc tu peux dire git branch set upstream, puis là ça va directement faire ça, puis là tu as juste à faire git pull, puis git push, puis ça va tout fonctionner, ok, semi-automagiquement. Fait que Frédéric dit que ça doit être une raison pourquoi les développeurs utilisent ça, c'est pour arranger juste les bugs. Effectivement, donc ça te permet de plus facilement juste voir qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été modifié, puis on va voir que c'est aussi utile pour n'importe qui a besoin d'avoir des fichiers de configuration, n'importe qui a besoin d'avoir des scripts, n'importe qui, en fait, écrit des fichiers texte dans leur vie, ça devient un outil, ok, excellent. Même juste pour avoir de la documentation de ton réseau. Okay, donc, à la place d'avoir ça dans un JPEG quelconque qui est sur un dossier caché là, dans une affaire, ben, tu peux juste avoir un repo, okay, que tout le monde est capable d'avoir accès, puis tout le monde peut comme mettre à jour, ok, j'ai travaillé sur cette partie-là du programme ou cette partie-là de la topologie du réseau, j'ai travaillé pour installer tel service sur le serveur, je veux le catégoriser, je peux rajouter ça dans de la documentation, c'est comme une espèce de wiki en même temps. Donc, tout ça devient très intéressant. Alright. Fait que là, je veux commencer à travailler. Je veux travailler avec d'autres personnes. OK? Donc, le principe ici, c'est que en ce moment, vous pouvez cloner le projet courant. OK? Donc, ici, si je sors de mon dossier, hein, puis je m'en vais dans autre personne. Donc, je fais semblant que je suis quelqu'un d'autre en ce moment. Puis, je veux commencer à travailler sur ce projet-là. Ben, le principe, c'est que je vais vouloir avoir une version, tu sais, comme moi, Hugo Leblanc, hein, a travaillé sur sa version locale, a fait des push, a fait des pulls avec la version de GitHub. Puis là, j'ai une troisième personne, qu'on va appeler autre personne. Puis j'ai marqué Perron, c'est pas grave. Non, c'est grave, on va revenir là, quand même. Je peux-tu faire move-d? On va l'enlever. Ah, parce que c'est autre personne. Non, c'est pas autre personne. Ah, je suis plus dans... Comme ça. OK. Donc, on est une autre personne, puis je veux avoir une copie, OK, du répertoire Git. Bon, c'est pas une copie. Le principe, c'est qu'on ne veut pas utiliser le mot copie parce que ça va être en fait un autre pilier. Parce que, comme on a dit, Git par défaut est décentralisé. Okay? Il n'y a pas une copie qui est plus. Pas un des répertoires qui est plus spécial que les autres. Fait que le principe, c'est qu'on dit qu'on va cloner un répertoire Git. Donc, quand je suis sur le site, là c'est petit, là, mais j'ai le Python code, puis j'ai l'option de cloner par défaut qui me dit voici l'adresse que je peux cloner. Fait que je copie ça. Puis ici, je peux faire ma deuxième option qui me disait de faire un git clone. Fait que à ce moment-là, j'ai un dossier méga projet qui est dans autre personne. On est dans autre personne en ce moment. Mais je suis ici, puis je viens d'avoir la version qui existe derrière. OK, il n'y a pas de problème, tout est beau. On a un deuxième élément, puis lui peut commencer à travailler dessus, commencer à faire des push, commencer à faire des pulls, puis là, on peut commencer puis travailler sur le même projet. OK. Fait que c'est bien le fun tout ça. On a
tous ces éléments-là, tout ça c'est beau. OK. On a un autre élément qui va être important, mais que là, ça fait plus partie de la méthodologie puis de l'environnement de GitHub. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Git, hein, c'est un outil de versionnage décentralisé. Ça a sa propre nomenclature. On a parlé de répertoire, on a parlé de staging area, on a parlé de untracked file, on a parlé de clone, okay, on a parlé de branche. Toutes ces affaires-là, ça a rapport à Git. Mais GitHub, en tant que service, a voulu rajouter des features, a voulu rajouter des fonctionnalités, puis il a décidé de donner des noms à ces fonctionnalités-là pour être capable de mieux faire comprendre qu'est-ce que c'était capable de faire. Mais il faut comprendre que ces différentes fonctionnalités-là existent seulement sur GitHub, hein, ou ceux qui font semblant d'être GitHub, mais que ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque à Git. Okay, donc, ici, on va commencer à parler de fork, mais des forks, des fourchages, je ne sais pas comment ça se dit en français, là. C'est pas quelque chose qui fait partie de la technologie de Git, c'est quelque chose qui fait partie de la technologie de GitHub, spécifiquement. Fait que le principe de forking, c'est de dire, admettons, je m'en vais chercher un projet quelconque. On va aller ici, on va chercher un projet, donc, je sais pas moi, y a-t-il quelque chose de plus petit? Sure. Whatever. Donc, ici, on a un répertoire Git qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est pas du tout mon code à moi. Là, ça n'a pas rapport à moi. J'ai rien à voir avec vRecord, qui est un logiciel libre pour capturer des signaux vidéo puis de les tourner en fichier. Là, ça fait des choses. C'est cool. Là, le principe, c'est si moi, je veux commencer à travailler sur ce projet-là, ben, je n'aurai pas les droits, je n'aurai pas les accès pour être capable de en renvoyer mes différents éléments. Donc, je peux cloner le projet, mais je ne pourrais pas rien faire d'autre. Je ne pourrais pas avoir un accès à toute l'interface de GitHub pour être capable de tout traiter, qu'est-ce qui se passe. Fait que pour être capable de gérer cette problématique-là, ce que GitHub a fait, c'est que ça te permet de faire une copie du répertoire sur un compte qui t'appartient. Donc, le fork, c'est le principe de dire, je veux avoir ma propre page GitHub qui est le même projet sur lequel moi, je vais pouvoir travailler comme j'ai besoin. OK? Donc, je peux cliquer sur le bouton fork pour être capable de rajouter ce projet-là sur mon compte à moi. Fait que je clique là-dessus. Puis là, ici, j'ai différents comptes là, parce que je fais partie d'organisation. Vous autres, vous allez juste avoir votre nom. Ça ne devrait pas travailler trop. Fait que là, ça copie tout ce qui se passe dans le dossier. Puis ça devient, ma version à moi. C'est sous mon compte à moi. On peut voir que c'est un fork. Ça le dit, c'est forked from blablabla. Mais à partir de là, moi, je peux cloner, je peux commencer à faire des push, je peux commencer à faire des pulls et tout le kit qui vient avec. OK? Fait que si je prends ça, OK, on va faire un git clone ici, on va revenir en arrière. OK, donc on est ici dans vRecord. En passant, on va l'ouvrir ici en même temps pour le fun. Juste pour voir, OK, on peut voir ici que il y a plus de commits que nous autres. OK. Fait que, à partir de là, on va commencer à parler de branches. OK, donc j'utilise un nouvel élément, là, mais on peut voir ici que la branche, elle s'appelle main. En passant, comme je l'avais dit, en ce moment, il y a comme deux... les anciennes versions de Git utilisent master comme nom de branche principale. Ça devient main tranquillement pas vite. Donc ici, on a la branche main qui est disponible. Fait que le principe, c'est qu'on peut voir ici que quand on a les différents commits,
c'est tout sur une ligne, parce qu'on a dit que des commits, c'est des différences entre un état précédent. Hein, donc, quand je parle de mon méga projet, là, je parlais de mon premier document, puis à partir de lui, j'ai rajouté un commit par-dessus qui changeait mon document puis en rajouter un autre, puis après ça, un autre qui faisait juste la modification de projet, puis une fois que j'ai tout fait ça, je suis rendu comme mon état courant. Fait que le principe des commits, hein, c'est toujours des brindilles de comme voici la prochaine étape pour se rendre jusqu'à notre état final. Pour être capable de bien gérer les différentes situations qui peuvent arriver quand on est en train de travailler avec ce genre de gestion de projet-là, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais être en train de travailler, mettons, sur quelque chose de nouveau, puis il va falloir que je revienne à un état fonctionnel. OK, mettons que je me rends compte que je suis en train de travailler sur une affaire, OK, des nouveaux Dockerfiles, et ainsi de suite, où je suis en train de comme modifier, OK, pour faire en sorte que mon Dockerfile prenne moins de place, comme on avait vu, on pouvait soustraire les images, puis le kit. Mais là, je me rends compte qu'il y a un défaut dans un des versions courantes, OK, il y a un bug critique, il faut changer la version de quelque chose, il faut immédiatement commencer à changer les choses. Il faut que je revienne à mon ancienne version, puis que je sois capable de modifier juste cette version-là, mais en gardant toutes les affaires que j'ai commencé à travailler sur le côté. Là. Fait que on va regarder comment ça se passe quand j'essaie de faire ça. Ouais, fait que lui, on va revenir en arrière. On va revenir dans notre petit méga projet. Ça va être plus facile à travailler avec. Parfait, je vais retourner à mon méga projet. Excellent. Fait que je fais un petit git status juste pour savoir où c'est que j'en suis. J'ai toujours ici le to-do qui n'est pas tracké. Excellent, c'est ce que je veux. Ici, en fait, pour avoir plus de facilité dans la vie, on va avoir ce qu'on appelle un fichier qui est le git ignore. Là, en ce moment, j'ai un fichier to-do. Puis le fichier to-do, il va toujours être pogné dans les untracked files. Fait que ce que j'aimerais, c'est ne pas avoir à gérer cette affaire-là. Fait que je peux avoir un fichier spécial qui va être le git ignore. Donc c'est un .git ignore, donc ça va être un fichier caché par défaut. Puis à l'intérieur, je peux rajouter tous les fichiers, tous les dossiers que je ne veux pas qu'ils soient... je veux qu'ils soient ignorés par Git. Hein, git ignore. Fait qu'ici, je peux marquer test, c'était todo.md. Donc, dans mon git ignore, j'ai todo.md. Puis là, si je fais un git status, je peux voir que le to-do, il a disparu. Là. Mais il est encore là. Hein? Il existe encore. Hein? Pas de problème. Il existe. Il est encore là. Mais quand j'ai fait mon git status, lui, il a regardé dans le git ignore. En fait, je l'ai plus haut. Là. Il a regardé dans le git ignore, puis il a dit « Ah, todo.md, moi, je fais comme si ça n'existait pas. » Fait que ça me permet de gérer des fichiers que, possiblement, je voudrais pas. OK. Fait que, bon, attends, on va committer ça. Hein? On va git add point, notre git ignore. Excellent. On a rajouté notre git ignore. Puis là, si je fais un git status, je suis beau, OK, et clair comme de l'eau de roche pour être capable de commencer à travailler. Fait que le principe des branches. Fait que là, on a vu le principe de commit, on a vu le principe du staging, on a vu le principe de remote, on a vu le principe de push, on a vu le principe de pull, on a vu le principe de cloner, on a vu le principe de forker. Donc, comme je l'ai dit, Git et GitHub, c'est comme un paquet de nomenclature, un paquet de vocabulaire qu'il faut comme apprivoiser pour être capable de travailler avec. Comme je l'ai dit, je vais vous donner un outil d'exercice qui va vous refaire faire pas mal tout ce qu'on a fait aujourd'hui, puis qui va vous aider à retravailler ces concepts-là, réapprivoiser,
qu'est-ce qui est demandé de vous par rapport à ces technologies-là. Alright. Les branches. Fait que le principe des branches, c'est de dire, bon, j'ai ma lignée de commits, qui sont toutes des différences entre différents états de mon projet. Puis les branches, c'est en fait des espèces de tags que tu mets sur un commit spécifique. Fait que en ce moment, je peux voir qu'il y a 2 branches disponibles. Il y a le master, où c'est que je viens de rajouter mon gitignore. Puis je vois que j'ai en fait le origin master. Le origin, on se souvient, c'était le nom qu'on avait donné à notre remote qui était sur GitHub. Parce que GitHub, en ce moment, il est rendu là. Puis nous autres, on est rendu un commit plus loin que le GitHub ne connaît pas encore. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand je veux avoir différentes branches? Fait que, mettons ici, je veux commencer à travailler sur quelque chose, mais je sais que ça va prendre du temps. Je veux comme commencer à travailler de côté, mais je veux pas fucker mon état courant que je sais qui est fonctionnel. Fait que je vais travailler sur une nouvelle branche. Donc, le principe de la branche va me permettre de changer des choses sans fuckailler où c'est que je suis en ce moment. Fait que, mettons, on l'appelle testing. OK? Donc, quand je crée la branche testing, je peux voir ici qu'il a créé un deuxième tag qui va être au même niveau que où c'est que j'étais déjà. J'étais sur la branche master, fait qu'il a créé un tag au même niveau. Puis, si je veux commencer à travailler dans cette branche-là, pour dire que les commits vont appartenir à cette branche-là à la place de ma branche master, je peux faire un git checkout. Donc, checkout, c'est va chercher tous les fichiers qui ont rapport à cette branche-là. Puis en ce moment, en changeant à testing, je peux voir ici que je suis maintenant sur testing, switch branch to testing, mais en tant que tel, ça ne fait rien parce que testing et master en ce moment, c'est la même chose. Fait que là, on va commencer à diverger un petit peu. Fait que on va aller ici dans je sais pas moi, mon document, ouais. OK. Donc, je rajoute une information dans mon document. Si je fais un get status, je peux voir ici que j'ai un fichier modifié, qui est le document. Comment je fais pour rapatrier ce changement-là dans mon répertoire Git? Ben là, dans mon working directory, il a détecté un changement. Il va falloir que je prenne ce changement-là et que je le mette dans mon staging area. Donc, je peux faire un git add document.md. Puis à partir de là, je peux faire un git commit-m. OK. Puis on parle de test. Fait que là, je peux voir ici que en ce moment, mon testing est maintenant plus avancé que mon master. Puis, en ce moment, il y a juste une ligne parce qu'il n'y a pas de divergence. Fait que là, on va faire des choses funky. Fait que si je regarde en ce moment, si je regarde document, je peux voir ici, j'ai mon ajout que j'ai fait. Tout va bien, je suis dans testing. Mais là, je me rends compte qu'il y avait quelque chose à changer dans le document qu'il faut que je change dès maintenant. J'ai pas le temps de continuer tout ce que je suis en train de faire dans testing. Je veux revenir sur ma branche principale de master. Je veux revenir à mon état courant comme fonctionnel, puis commencer à retravailler dessus immédiatement. Fait que je peux utiliser le git checkout. Donc le git checkout va modifier mes fichiers dans mon working directory. Fait que là ici, quand je fais un git checkout master, puis je regarde mon document à ce moment-là, sur master, je peux voir que je ne parle pas de test. Est-ce qu'on voit bien ici la différence entre les deux fichiers? Quand j'étais sur testing,
j'ai commencé à faire des choses. Là, je reviens sur master, puis, ben, il y a des éléments que j'avais commencé à travailler qui ne sont plus présents. Fait que ça me permet de travailler avec. Une fois qu'on est avec ça, on peut ici commencer à modifier les choses de ce côté-là. Ici. Puis on va faire un git add. Je rajoute tout. Je check dans mon status juste pour être certain que j'ai pas fuck up à rien. Il y a juste mon document. Si je fais un git diff, juste pour voir, hein, j'ai pas rien d'autre de spécial. Excellent. Donc je peux faire mon git commit sur mon master. Puis là, je peux voir à ce moment-là que j'ai comme une bifurcation entre les deux. OK? Donc, j'ai mon master qui continue à évoluer dans un sens, puis j'ai fait une branche qui commence à être d'autres commits, puis que ces deux-là ne se connaissent pas les uns avec les autres. Là, il y a différentes manières de gérer ces cas-là. Là, ce que je vais vous montrer, c'est la pratique commune avec GitHub qui utilise des pull requests. Donc, des pull requests, c'est quelque chose que GitHub a inventé. Ça ne fait pas partie de Git en tant que tel. Fait que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire directement dans la ligne de commande de Git, mais que tu peux faire sur le site web de GitHub, où en fait, maintenant, GitHub est rendu avec sa propre ligne de commande. Là. Fait que tu peux aussi aller travailler ah non, c'est juste Hub. Ouais. Donc, ils ont leur propre ligne de commande qui s'appelle Hub pour travailler avec les différentes lignes de commande de GitHub. Pour travailler, mettons, avec des pull requests, des choses comme ça. Nous autres, on va aller voir comment le faire avec le site web lui-même. Fait que le principe ici, c'est que j'ai fait des choses sur le master, puis ici, j'ai d'autres éléments rajoutés, puis je veux les insérer dans mon projet. Fait que, premièrement, il faut que je retourne sur ma branche de testing. Fait que pour revenir, pour changer de branche, c'est git checkout. OK. Donc, juste pour être certain, je regarde mon document. Ça parle bien de test. Puis je peux voir ici que la modification que j'ai faite dans master, elle n'existe pas dans testing. Hein? Donc, les différentes branches, OK, ça va bien. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la branche sur GitHub. Excellent. Fait qu'ici, on peut voir qu'il a détecté que j'ai une deuxième branche. Puis je peux voir ici que je peux changer de branche. OK? Donc, je peux changer de branche en cliquant ici sur Testing. OK? Puis en étant dans Master, on peut voir ici qu'on revient aux différentes versions possibles de mon projet. Fait que là, ce que je veux, moi, c'est intégrer ce que j'ai dans Testing, puis je veux l'intégrer dans ma branche Master. Fait que comment est-ce que je fais ça? Je vais faire ce qu'on appelle un pull request. Fait que le pull request, encore une fois, c'est quelque chose qui existe juste sur GitHub. Le principe, c'est que ça nous permet de donner une branche, dire « Hey, est-ce qu'on peut rajouter ça dans le code principal? OK, voici les changements que j'aimerais ça rapporter. » Fait que ici, on peut faire un pull request. Fait que je clique dessus. Ça m'offre... Ici, je veux prendre testing, puis je veux l'ajouter sur master. OK? OK, fait que là, je peux créer ce qu'on appelle un pull request.
Fait que le principe du pull request, c'est que ça va être quelque chose qui va être partagé à l'intérieur de la communauté. Donc, c'est là qu'on revient à notre question de Frédéric tantôt. Quand est-ce que le reste du monde va pouvoir bitcher sur qu'est-ce que j'ai fait? C'est à ce moment-là. Donc, quand tu travailles dans un répertoire sur GitHub, tu peux rajouter différents collaborateurs, vous pouvez communiquer avec vous autres, puis tout le monde va être capable de voir la pull request. À l'intérieur de la pull request, tu peux voir les différents commits qui sont à l'intérieur de ça. Tu peux voir les différents changements. Tu peux même commencer à mettre des commentaires sur ces différents changements-là. Donc ici, je peux voir ici, j'ai mon seul pull request qui est testing. OK, je peux voir les différents changements. Fait que là, mettons que je serais sur un autre compte, je pourrais venir ici puis dire OK, fait que je peux rajouter un commentaire. OK, puis à partir de là, tu peux même aller le voir. La personne qui a fait le pull request va avoir comme un petit email qui va dire « Yo, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire ici. » Puis là, à partir de là, tu peux comme commencer à faire des modifications et ainsi de suite. Fait que là, ici, il y a toute la gestion de comme est-ce que c'est correct? Est-ce que cette affaire-là, est-ce qu'on peut le rajouter dans notre code? Puis, si tout est beau, tu peux cliquer sur le Go Python qui est le Merge Pull Request. Donc, le Merge Pull Request, c'est que ça va merger qu'est-ce qui est proposé dans la branche qui est indiquée. Fait que ici, on veut rajouter dans Master les choses qui sont dans Testing. Fait que quand j'exécute ça, je merge le pull request. On merge. Excellent. Fait que là, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que ma branche Master, si on regarde ici, la branche Master a maintenant toutes les informations qu'il y a eu. OK? Puis si on regarde dans mon document, j'ai le c'est primordial qui a été ajouté. Fait que si je retourne dans Master, git checkout Master. Puis là, je fais un pull. Là, je pense que ça va me donner une gentille erreur. Ouais, OK, ça dit de les merger, c'est correct. Excellent. Puis là, si je regarde le document, je peux voir que j'ai les deux modifications qui ont mergé ensemble. Fait qu'on a pu ici avoir un travail où c'est que plusieurs personnes travaillaient sur le même document, que les personnes ont travaillé sur des emplacements différents dans le document. Hein. Git a été capable de tout reconnaître ça, de tout prendre ça ensemble, puis de pas trop crier pour être capable de gérer les incongruences et ainsi de suite. Il y a des possibilités d'avoir ce qu'on appelle des merge conflicts. OK? Donc, le principe ici, c'est que si tu travailles de deux manières différentes sur la même ligne, ben là, Git ne saura pas laquelle prendre, hein, parce que les deux pourraient vouloir dire quelque chose d'important. Donc, à ces moments-là, il faut faire attention. Il va y avoir des opérations additionnelles à faire, comme si à un moment donné ça arrive, appelez-moi. Là. Ce n'est pas des choses que je m'attends qui vous arrivent de sitôt. All right. Excellent. Fait que ça fait un peu le tour de qu'est-ce que je voulais vous parler directement. Pour travailler là-dessus, vous allez aller chercher un utilitaire qui va s'appeler getit. Donc, je vais le mettre le lien dans notre affaire. Donc, ici, getit, tu peux aller le chercher dans le release section. Là. Je vais aussi le linker. Là. Hop là. Hop là. Donc, sur GitHub, tu peux aussi
dire au monde, voici les différentes versions, ok, de mon projet, voici les différents exécutables. Fait que tu peux aller chercher ici différents exécutables, ok, dépendamment de ton système d'exploitation. Puis, ce logiciel-là va te permettre de refaire des exercices de Git. Puis, tu as une version anglophone, tu as une version francophone au besoin. Puis, le principe, c'est que je veux que vous complétiez tous les exercices qui sont dans cet utilitaire-là. Pour prouver que vous avez bien terminé avec celui-là, il va falloir faire les choses suivantes. Donc, sur GitHit, hein, donc vous voyez ici, il y a des différents challenges possibles. Donc, en fait, vous allez juste passer au travers tous les challenges. Puis, à chaque fois que tu complètes un challenge, tu vas voir, ici j'ai un exemple, là, tu vas avoir une petite pastille pleine pour dire que tu as complété le challenge. Donc, je veux avoir premièrement un screenshot de toutes les pastilles complétées. Puis, deuxièmement, donc, tu sais, ça, tu pourrais presque facilement le falsifier avec un éditeur d'images. Fait qu'on va y aller plus méchant que ça. Il y a, à la fin de cet outil-là, il y a un outil qui va te permettre de faire un pull request sur un repository qui n'est pas le tien. Fait que à la fin de votre projet, vous devriez être capable de vous rendre à cette page-là. Puis, à l'intérieur de ça, il y a tout le monde qui a complété toutes les affaires de GitHit dans les derniers jours. Okay? Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le complète, ça rafraîchit la page, puis la personne peut le voir ici. Fait qu'on peut voir ici, la dernière personne, okay, l'a fait à 14h10, sûrement standard UTC time. Fait que nous autres, on est à moins 5. Attends, ça veut dire quoi ça? Si je donne ça à Wolfram Alpha, qu'est-ce qu'il va me dire? Es-tu capable de comprendre ce format-là, toi? Non. Donc j'ai UTC. Je sais pas quel. Alors tu vois, le dernier c'est à 2h10. Il y a 5 heures. Il y a 5 heures. Ok. Fait que on peut voir ici qu'il y a plein de monde qui le complète au fur et à mesure de la journée. Donc quand vous le complétez, vous devrez être capable de voir votre nom de GitHub. Fait que je veux avoir ici un screenshot de cette page-là avec l'heure à laquelle vous l'avez faite. Puis derrière, bla 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 bla. Derrière. Voyons, je l'avais ouvert quelque part. Ici. Moi, je peux aller voir, OK, quand est-ce que ça a été fait. Puis, je peux aller confirmer que c'était bien vous qui l'avez fait avec votre nom de GitHub pour être certain que tout s'est bien passé. OK? Fait qu'on peut voir ici le dernier qui était là. Ed de Camposar. On peut voir que c'était un pull request, OK, qui a été fait par lui il y a 6 heures. Ça a marché. Ça a été sur le site. Tout est beau. Vous avez cette affaire-là de disponible. Puis ça vous dit que vous avez les fondements de Git une fois que vous avez complété ça. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est bon. On a ça. Tu fais les choses. Puis quand tu as des pastilles vertes, bleues, tu es content, tu prends un screenshot. Tu t'en vas sur cette page-là, il devrait avoir ton nom, tu prends un screenshot. Et voilà, c'est le travail de la journée.
Parfait. Fait que ça nous apporte à une deuxième pause. Après ça, comment vous vous sentez là, en quantité de matière? Là? Est-ce que vous êtes overwhelmed là, ou vous êtes prêt à faire des petits... juste une petite intro de Kubernetes? Parce que chez Git, ça peut être un gros morceau d'une shot. Là. Je sais pas si vous aimez mieux continuer à travailler juste là-dessus ou si on commence Kubernetes tout de suite. Qu'en dites-vous? Moi, je commencerai peut-être Kubernetes la prochaine fois, là, juste pour être frais, là, parce que là, on a pas eu pas mal de matière. Puis, tout d'une shot, là. Puis, moi, c'est facile, là, j'ai connais tous les termes, là, mais je me rends compte que j'ai pitché beaucoup de termes d'une shot. Je sais pas pour les autres. Moi, je recommencerai ça la prochaine fois. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Moi, je suis d'accord avec Julien. OK. Puis sinon, ceux qui restent sous silence se taiseront à jamais. Fait que s'il n'y a pas d'avis contraire, ça serait ça notre travail d'aujourd'hui. Surtout si vous avez des problèmes, vous pouvez commencer à me jaser, puis on va pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe avec toutes ces affaires-là.